Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Symbiose. Vous le savez, nous avons aujourd'hui un sacerdoce, vous faire découvrir le pays, la République du Congo, ses richesses, sa beauté, sa dynamique de développement. Après avoir vécu tous ces nouveaux tableaux de Brazzaville, nous voici à plus de 100 km de Brazzaville-Centre. Nous sommes à 130 km d'Imvuba, pas loin du village Ma, au bord du lac Bleu. Alors, tout un phénomène. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler du tourisme, véritable pilier du développement de la République du Congo, l'un des 5 qui ont été mis en exergue par le président de la République. Et aujourd'hui, avec son bras armé qui est le gouvernement, dirigé par le Premier ministre Clément Mwamba. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de la stratégie touristique. Aujourd'hui, avec celle qui est chargée de ce département, nous allons essayer de comprendre sa vision. C'est vrai que la vision, de façon générale, elle est impulsée par un président de la République et par un chef du gouvernement, mais elle qui est chargée de la mise en œuvre de cette vision. Que fait-elle? À quoi pense-t-elle? Que présentera-t-elle à cette future clientèle, cette clientèle faite de touristes étrangers, mais aussi des touristes locaux? Parce que dans le tourisme, il y a aussi la consommation locale. Mesdames et messieurs, je reçois Arlette Soudan-Nono, ministre du Tourisme et des Loisirs. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir, Julias Maïla. Alors, je ne vous cache pas que j'ai aimé votre chapeau. On aurait dit une impératrice dans son royaume. Non, c'est simplement le beau soleil qu'il y a, simplement pour éviter l'insolation. Alors, Madame la ministre, vous arrivez au gouvernement. C'est vrai que vous êtes membre du Parti congolais du travail. On parlera un peu de toutes ces facettes parce que vous avez plusieurs facettes autour de vous. Mais pour commencer cette émission, vous, à la tête du ministère du Tourisme et des Loisirs, sans langue de bois, beaucoup de bruit autour de votre arrivée. Quelques jours après votre prise de fonction, il y a eu des grogne, il y a eu des départs. Qu'est-ce qui se passe au sein de votre ministère? Est-ce que vous êtes trop rigide? Est-ce que vous êtes celle qui porte un peu trop la rupture? Écoutez, Julias Maïla, je pense que vous démarrez là l'émission sur des chapeaux de roue. Je ne m'y attendais pas, mais que vous répondre? Vous savez, le chef de l'État nous parle en termes de rupture. L'exécutif nous parle en termes également de rupture avec les antivaleurs décriées par tous. Mais l'applicabilité, c'est tout à fait autre chose comme phénomène. Et puis, moi, je parle souvent en termes d'évolution, pas en termes de révolution, parce que la réforme demande des tacts, demande des mécanismes, une procédure. Du temps aussi. Oui, un peu de temps, mais il faut déjà l'impulser. Comme on dit, il ne faut jamais louper les débuts. Donc, lorsque vous prenez un département comme celui du tourisme, avec, je ne suis que la 24e à la tête de ce département, avec les habitudes que chacun de nous avons eues. Moi, je viens d'un système libéral, avec des méthodes et des techniques où il y a la gestion axée sur le résultat qui s'impose, parce que le quinquennat, c'est 5 ans. Ça passe très vite et le chef de l'État a été élu sur la base d'un projet de société générale et mon département doit lui donner un bilan. Et les Congolais sont dans l'attente de ce bilan. Mais certains Ils ont besoin d'avoir du tourisme. Certains pensent que votre rupture elle ne frappe que les faibles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de départs dans votre ministère. On pense que vous mettez mal à l'aise. On ne comprend pas. Je vous explique. Ça, c'est ce qu'on appelle des mauvaises rumeurs. Il n'y a pas eu de départ à mon sens. Je n'en ai pas enregistré. Je vais vous dire, lorsque vous prenez, vous êtes nommé à la tête d'un département, vous devez nommer un directeur de cabinet, mais moi j'ai pris la précaution d'en avoir un pour 3 mois de façon ponctuelle en lui expliquant que voilà, je le prenais pour simplement où il est un peu la mécanisme, mais vu qu'il n'avait pas l'outil Internet, l'outil informatique, on veut dire qu'il ne pouvait pas gérer en termes de modernisme dans la gestion, nous nous sommes arrangés dès le départ. Pour ma part, je lui ai dit clairement que je le gardais dans une phase transitoire de 3 mois. Mais ensuite, tous les petits bruits. Vous avez un collègue qui vous êtes absent, vous prend le directeur de l'administration financière, vous faites quoi? Il a l'incourtoisie de vous relever quelqu'un dans votre dos, vous découvrez, vous mettez celui qui vient en second pour ne pas faire le langue de bois. Et puis, vous n'émoussez pas ça. Et puis, vous avez aussi, n'oubliez pas, le nerf de la guerre dans mon ministère, c'est le Fonds du développement touristique qui me permet aujourd'hui de mettre en exergue des bureaux d'information touristique, qui m'ont permis de mettre ce beau car qui fait le tour de Brazzaville, de lancer l'outil informatique, c'est-à-dire ce portail numérique qu'on a avec les 2 sites. Nous en parlerons. Oui, donc à ce moment-là, quand vous dites aux uns et aux autres que vous voulez comprendre ce qui se passe avec ce fonds financier qui sert au développement, à la visibilité, à la bonne marche du département en termes de
de tourisme et de loisirs visibles et attractifs, vous pouvez imaginer que le bas blesse parce que vous rampez avec toutes les mauvaises habitudes. Donc vous êtes en train de dire à Arlette Soudan-Nono que ceux qui partent de votre cabinet entre griffes, ce sont ceux-là qui ne s'accommodent pas à la bonne façon de gérer, à la bonne façon de marcher? Je vous répète que je n'ai pas relevé des départs volontaires. J'ai suspendu 2 de mes collaborateurs, moi j'en ai suspendu parce qu'ils ne donnaient pas satisfaction aux tâches attendues. Il y a des profils postes, il y a un cahier de charge, il y a la gestion axée sur le résultat. Il y a eu erreur de casting à mon niveau, je le reconnais, mais à ce moment-là, j'ai dû mettre un terme au contrat. Et donc, dans votre ministère, aujourd'hui, il n'y a pas de problème? Écoutez, moi, je suis amoureuse de mes retraités, que je suis en train de retenir, parce que les mécanismes de la fonction publique me permettent aujourd'hui de m'adresser au chef de ce département, à mon collègue Monsieur Ininga, de la fonction publique et de la réforme de l'État, qui aujourd'hui me demande simplement de lui faire les propositions de ceux des miens, parmi les retraités, qui ont la connaissance, qui ont le savoir, pour me permettre aujourd'hui de nommer des intérimaires, tout simplement, avant que je ne les confirme. Je suis assez prudente dans ma gestion de nomination. Je ne distribue pas le sésame de ma signature à tout va. Arlette Soudan-Nono, pour ne pas vous interrompre. Je vais terminer, oui, terminer. Et donc, pour vous dire que j'étais amoureuse de ces retraités. Et si vous prêtez l'oreille, ce qui a été dit, c'était épouvantable. À ces retraités, n'en veulent pas, ils lui veulent du mal. Et au final, ils m'ont rencontré, ils m'ont dit, madame, finalement, il est préférable de boucher les oreilles, comme le dit le dictant, plutôt que d'avoir des affreux qui ne nous ont pas dit la vérité. Mais quelle est la stratégie en gardant, en prolongeant la durée de vie professionnelle de ces retraités quand on sait qu'il y a des jeunes qui viennent de terminer leurs études et qui ont des diplômes? Quelle est la stratégie? Vous les gardez pour former ceux qui arrivent c'est tout à fait le cas parce qu'il y a eu un problème de transfert d'expérience. Il y a eu un problème de transfert d'expérience et aujourd'hui on est devant le fait accompli. Donc vous ne pouvez pas prendre un panel de 7 retraités qui ont fait 7 maisons. Il y en a qui sont là depuis 36 ans. Il y en a qui sont là depuis 30 ans, qui ont ouvert ce ministère, qui ont installé les meubles, qui ont installé les textes. Et il n'y a pas eu transfert, comme je vous disais, d'expérience. Et donc, à ce moment-là, vous êtes obligé, quelque part, pour donner une mémoire, pour impulser, pour encadrer les jeunes, de les mettre un peu à l'école avec eux. D'accord. Alors, nous revenons sur la question touristique. Quand on vous nomme à la tête de ce département, c'est vrai, ça, ce n'est pas un secret. Quand on est nommé membre du gouvernement, c'est un honneur. On se dit, parmi les 4 millions de Congolais, on fait ce choix-là de me mettre au sein d'un gouvernement. C'est beaucoup d'honneur, c'est un sacerdoce. Mais vous, quand on vous y envoie, à quoi pensez-vous au début? Vous dites, pourrais-je réussir? Non? Écoutez, moi je suis quelqu'une qui déjà n'est pas... Parce que le tourisme est souvent la dernière roue du carrosse. Non, écoutez, moi je suis déjà pas festive dans ma nature. Donc je célèbre très peu les promotions que j'ai eues tout le long de ma vie. Ma petite vie professionnelle, 30 ans, c'est pas beaucoup au regard d'une vie sur Terre, généralement. Nous allons nous poser. Vous savez, le chef de l'État et le Premier ministre, quand ils vous font l'honneur de vous élever à ce poste-là, parce que vous devenez à la tête de l'administration de facto de l'État, vous vous dites, lourde responsabilité, il va falloir que je ne m'y trempe pas, il va falloir que je fasse preuve de sagesse. Il va falloir que je fasse preuve de discernement. Et comme vous êtes croyant comme moi, je crois beaucoup en Dieu, à ce moment-là, vous demandez au Seigneur de vous donner tous les dons nécessaires pour l'accomplissement de cette haute et noble tâche. Parce que vous avez su le dire, M. Gildas Mayela, nous sommes plus de 4 millions d'habitants et vous faites partie du panel de 38. Donc vous imaginez un peu la chance qu'on a, oui, une chance, oui, mais aussi c'est l'épée de Damoclès parce que nous également, on est tenu à des résultats. Parce que le peuple qui a donné ce sésame suprême au chef de l'État, lui dit, choisissez-vous, entourez-vous des meilleurs des nôtres qui doivent nous donner ce que nous attendons. Donc moi aujourd'hui, vous pouvez me croire, les gens ont souvent souhaité être invités par moi pour célébrer, mais je ne célèbre pas. Donc j'ai du mal avec une lourde fonction comme ça, pleine de responsabilité, de me mettre un peu dans une démarche trop festive. Alors, Madame la Ministre, vous reconnaissez donc que c'est une lourde tâche, mais je l'ai dit tout à l'heure, si vous vous souvenez, que le tourisme apparaît souvent comme la dernière roue du carrosse dans notre pays. Le tourisme, aujourd'hui, on en parle. Les pays producteurs de pétrole, on ne cessera de le dire, ont vécu une véritable raclée avec la chute du cours des matières premières. L'une des grandes réponses pour renflouer les caisses de l'État, pour apporter l'emploi des jeunes, c'est la diversification de notre économie. Et le tourisme, aujourd'hui, en pôle position. Alors, vous, quand vous arrivez dans le département, vous avez dit que vous êtes la
le 24e. Oui, la 24e ministre. Donc, les 23 ministres qui vous ont précédé à la tête du tourisme ont préparé tout ce qui était documentation. C'était donc de la théorie. Pensez-vous que vous, le 24e ministre, vous venez pour la pratique, pour la mise en œuvre? Vous savez, aujourd'hui, la diversification de l'économie nous impose à occuper la première place et cela tombe à point nommé. Pourquoi à point nommé? Nous sommes indépendants depuis... depuis 1960, c'est relativement jeune, nous sommes un État jeune, 56 ans à peine, moins de 60 ans. Et aujourd'hui, j'arrive avec toute une infrastructure qui me permet, au travers des 12 départements du Congo, de pouvoir simplement mettre en lumière toutes ces richesses de l'écosystème, de l'écotourisme que nous avons au Congo. Avant cela, je ne crains, M. Mayela, que cela aura été un vain mot, un vocable simple, creux. Pourquoi? Pour faire du tourisme, il vous faut avoir des voies d'accessibilité. Aujourd'hui, par voie de routière, vous y accédez. Par voie aérienne, aéroportuaire, vous y êtes. Par voie navigable également, vous y accédez. Et vous avez également là l'hébergement. Vous avez des hébergeurs sur l'étendue du territoire, quelle qu'en soit la bourse, même si je suis en train d'aller vers une classification, parce que les textes nous en parleront. J'en ai hérité, mais il faut les toiletter, il faut les faire avancer, évoluer. Donc je vais clore cette parenthèse assez rapidement. Pour vous dire, donc j'étais au second aspect, l'hébergement. Il vous faut également, sur des questions sanitaires, où vous soignez, comment penser vos plaies en cas d'accident. Sur le plan de la bancarisation, on ne va pas continuer comme ça à se balader avec cette bonbonne-là dans le sac, avec ce trolley qui nous suit partout, pour certains. Il nous faut aujourd'hui maintenant, nous avons maintenant plutôt aujourd'hui ces lieux où les banques se sont implantées sur l'étendue du territoire. Vous avez également la restauration qui s'y implique et que vous retrouvez partout, pour toutes les bourses de la nation. Et vous avez, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, ces magnifiques lieux de visite et de culture que nous avons. Et maintenant, il faut l'adhésion, l'appropriation des populations, leur expliquer que c'est facteur de développement sur le plan économique, parce que lorsqu'il y a du transit humain, ils mangent, ils dorment, ils consomment, donc ils consomment, ils visitent, donc ils dépensent. Et donc à ce moment-là, toutes les différentes localités peuvent bénéficier de cette manne économique. Mais il y a quelque chose au-delà de l'économie, d'essentiel dans le développement touristique. Nous sommes un département transversal, même sur le plan de la cohésion, même sur le plan de l'unité nationale. Aujourd'hui, les Congolais ne se connaissent pas, d'où ce repli identitaire, vu ce communautarisme, ce sectarisme-là que nous décrions aujourd'hui. Pourquoi? Le Congolais du Nord n'aime pas le Sud, le Congolais du Sud n'aime pas le Nord, le Congolais de l'Est n'aime pas l'Ouest, le Congolais de l'Ouest n'aime pas l'Est. Et on peut en prendre des exemples comme ça. Mais parce que c'est l'ignorance. Nous ne connaissons pas ce qui se passe ailleurs. Et certains politiques se servent de cette ignorance pour opposer les populations. Parce que dans notre façon d'être, n'oubliez pas que nous sommes accueillants, nous sommes généreux. Vous avez bien vu comment nous sommes arrivés là. Vous avez au premier repère eu un jeune qui est venu dans le cadre du guidage, nous assister, nous indiquer le lieu où nous pouvons nous installer, nous établir pour présenter cette émission. Donc le Congolais est hospitalier, le Congolais est chaleureux. Mais les politiques, pour des raisons que vous connaissez, que nous connaissons, on fait beaucoup de manipulations pour nous opposer entre nous. Mais aujourd'hui, le Congolais n'est pas dupe. Et aujourd'hui, au travers du tourisme, ça donne une plateforme qui permet une cohésion, qui a au centre la paix. Parce que sans paix, cher au chef de l'État et à nous-mêmes, parce qu'aucun pays ne peut vivre dans la guerre, il n'y a pas de développement tout simplement. Alors, on dit que le Congo est béni des dieux. Nous sommes là au lac Bleu, une véritable merveille. Mais cela ne suffit pas. Vous avez parlé des voies d'accès. Il y a un problème au niveau du tourisme. Quels sont les produits du tourisme au Congo aujourd'hui? Qu'avez-vous à présenter au monde? Écoutez, moi d'abord, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Je vais d'abord privilégier du tourisme local. Tourisme local, parce que j'ai besoin que le Congolais, pour être accueillant, pour recevoir, il a besoin lui-même de savoir quelle est la richesse qu'il a chez lui. Et il a besoin de se distraire, tout simplement, pour sortir aussi de ce carcan politique. Parce que le Congolais, aujourd'hui, il a envie de découvrir, là, ce lac bleu, je suis sûre que plus d'un ne le connaissent pas. Bien sûr, exactement. Voilà, et je pense qu'il va attirer tout plein de monde. Mais je vais demander aux uns et aux autres de préserver la nature quand ils viennent. Parce que des lieux comme ce lac bleu, nous en avons énormément. Nous avons des grottes rupestres. Nous avons
des chutes magnifiques. Vous avez vu celle que je vous ai présentée à Soucy. Donc les produits ne manquent pas. Et nous avons des aires protégées à foison. Vous avez Ozala que les Congolais ne connaissent pas. Vous avez Konkwati que les Congolais ne connaissent pas. Mais les mêmes Congolais vous diront que les produits coûtent excessivement cher. Mais nous y travaillons justement. Ils coûtaient extrêmement cher. Pourquoi? Parce que déjà, même le vocable de tourisme, de loisirs, d'occupation en dehors des vies il était réservé aux nantis. Du temps de travail, on a eu l'impression qu'il était réservé aux nantis, puisque le Congolais a quand même un pouvoir d'achat aujourd'hui qui lui permet d'aller dans ce qu'on appelle vulgairement le Nganda, le bar, et là il ne compte pas. Aujourd'hui ce sont les caves et les VIP. Voilà, les caves et les VIP qui dépendent de moi, tout à fait. En termes de dancing aussi, plutôt qui dépendent de moi les dancing, les restaurateurs et autres. Moi j'ai beaucoup de respect pour ce type de loisirs, mais je veux dire aussi aux Congolais qu'il y a tout plein de choses en dehors des machines à sous, mais des loisirs tout simplement, parce que je préfère ne pas choisir le choix et les goûts de chacun de nous et laisser aux Congolais de choisir leur occupation en dehors des vies de charge qui leur permet de gérer au quotidien leur vie. Mais donc moi je vous dis, j'aurais du mal à, vous savez, quand je regarde ce pont de l'indépendance du 15 août que nous avons à Brazzaville, est-ce que vous savez que sous d'autres cieux, c'est un lieu touristique tout simplement. Vous avez ce magnifique fleuve Congo que tout le monde nous envie. Rien que en le regardant, ça vous apaise déjà. Rien qu'être sur cette belle corniche, en dessous de ce magnifique pont du 15 août que nous avons. 15 août qui est le symbole même de notre souveraineté, de notre indépendance. Rien que faire le tour de Brazzaville, au travers du tour de Brazzaville que nous avons mis en place depuis le 22 octobre dernier, vous allez déjà découvrir le patrimoine, rien que de la capitale. Et nous allons petit à petit tirer les tours opérateurs, attirer les agences de voyage afin de faire ce travail qui est les leurs. Actuellement, nous avons implanté 2 bureaux d'information touristique, un aux arrivées de Brazzaville, un second au départ de Brazzaville. Et aujourd'hui, donc, dans le cadre de cette politique d'impulsion, nous avons donc mis en route le tour de Brazzaville dans ce car climatisé 50 places au départ tous les samedis, excusez-moi, parce que les Congolais ne le savent pas vraiment, parce que nous n'avons pas vraiment communiqué là-dessus, si vous le permettez. Oui, allez-y. Tous les samedis, donc à 9h30, il y a un départ d'un car qui en a pour 2h30, 3 heures de route, qui vous... c'est un tour commenté, hein, qui vous présente réellement le potentiel touristique, culturel, qui vous présente les lieux comme la maison du gouverneur, celle qui est aujourd'hui le palais du peuple, qui vous dit c'est quoi ce haut lieu du pouvoir où vit le chef de l'État, la résidence du plateau. Et puis en même temps, nous nous arrêtons auprès des artisans pour promouvoir l'artisanat, pour promouvoir les artisans qui vendent tous ces objets faits à la main, qui coûtent très cher, qui sont bio, qui sont nature. Et nous allons maintenant marquer des pauses de 20 minutes au gré de notre parcours comme ça, pour permettre à ceux qui veulent effectuer quelques achats de pouvoir justement avoir l'occasion d'acheter un petit collier en pierre locale, en argile, des petits sacs en raffia. Vous voyez, nous allons donc promouvoir aussi l'artisanat local. D'accord. Et donc, vous avez tout plein de produits d'appel. Et vous avez aussi, nous allons organiser avec mon collègue de la culture également, parce que je vous l'ai dit, c'est un ministère transversal, des danses culturelles, le kébé-kébé. Vous avez tout plein de danses qu'on a également dans tout le long du parcours congolais. Vous avez les danses, le nzobi. En fin de compte, chaque rite, chaque rituel est l'expression d'une danse, en fin de compte, exprime une danse quelque part. C'est au travers des danses plutôt que qu'on met en place un rituel, qu'on l'exprime. Et donc, ce que les Européens appellent la culture, nous, ça n'était que du rituel. Et maintenant, nous allons pouvoir expliquer aux Congolais que c'est de la culture. C'est de la culture également. Vous voyez, même lorsqu'on parle du messianisme, est-ce que vous savez que dans les pays où il y a le vaudou, par exemple, c'est tout un tour touristique. C'est même devenu un patrimoine. C'est devenu un patrimoine. Donc nous aussi, nous allons pouvoir petit à petit enlever un peu ce caractère un peu mystique à ces choses et nous servir des aspects qui nous permettent d'aller vers le développement, un enrichissement culturel, parce que nos grands-parents s'en servaient avec beaucoup de sagesse. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et maintenant, un peu partout dans le monde civilisé, ces choses ont tendance à s'émousser pour donner corps un peu à un patrimoine culturel. Madame la ministre, vous avez parlé de la transversalité de votre département. Ici, nous sommes au lac Bleu. Les voies d'accès sont... Attendez, si vous permettez, je pense que nous avons perdu le soleil. Donc je vais essayer, les voies d'accès sont
difficile, quasiment impossible. Oui. À ce niveau-là, au sein du gouvernement, vous pouvez par exemple travailler avec d'autres membres du gouvernement concernés par la géographie de vos sites touristiques pour vous aider à améliorer les voies d'accès. Oui, l'accessibilité pose problème. Le site est beau, mais quand on sait que pour y arriver, il faut avoir mal à la tête, on finit par changer d'avis. Oh, je vous trouve un peu sévère. Quand on parle du tourisme local. Je vous trouve un peu sévère, Gildas Maïela, parce que vous voyez, j'ai mes chaussures de randonnée pédestre. Partout au monde, vous avez des lieux inaccessibles comme ça. Parce que regardez cet écosystème-là. Si vous lui emmenez tout de suite ces voies de bitume, vous allez dégrader, vous allez polluer l'environnement. Donc moi, j'aimerais quand même que l'on puisse aussi conserver ces pistes artisanales. J'aimerais quand même un peu qu'on puisse les conserver pour ne pas trop dégrader ce poumon écologique, naturel, cet environnement-là. Donc il y a des lieux qui s'imposent en termes d'accessibilité, ce qu'on appelle vulgairement le bitume, le goudron ici, oui, mais il y a des lieux comme cet environnement. Je ne souhaite pas, en travaillant avec mes différents collègues, que nous emmenions trop de modernisme, trop de développement, et même dans le cadre des infrastructures d'accueil, nous allons implanter un style d'architecture qui permette d'être en harmonie, dans le respect un peu de ce type d'environnement. Vous vous sentez bien, vous, ici? Oui, moi, il n'y a pas de problème. Vous imaginez des voitures qui passent ici avec ces tuyaux d'échappement à tout va et qui polluent? Selon vous. Oui, oui. Et donc, je pense qu'il y a des zones que nous n'allons pas pouvoir faire du tourisme de masse. Nous allons quand même gérer ça de façon parcimonieuse. Mais il y a des endroits réellement, comme Odzala également, qui nécessite, là vous avez raison, vraiment une voie d'accessibilité parce que c'est vraiment en dehors du grand centre et les Congolais ne connaissent pas Odzala. Et Odzala, c'est une biosphère, une biodiversité, des gorilles, c'est pouvoir faire du canoë-kayak, c'est une harmonie qui se conjugue entre l'eau, l'espace vert, entre ces lodges implantés dans les arbres. Vous savez ce qui me fait sourire, c'est que je sens en vous de la passion. Mais je crains vous voir un jour dire « bon, j'ai rêvé, mais c'était juste une utopie ». En 5 ans, si vous êtes à la tête de ce département pour ces 5 années, pensez-vous être capable, par exemple, d'apporter ces 10% au trésor public, ces 10% dans le PIB, ces 10% que l'on attend du secteur du tourisme? Est-ce que vous savez que les gens ont été surpris que nous ouvrons les bureaux d'information touristique qui ont quand même, je vous le dis en passant, créé pratiquement 20 emplois directs? Et on l'a fait en moins de 3 mois à la tête du département. Et c'était des dossiers sur théorie, en papier, qui étaient couverts depuis plus d'une dizaine d'années. Les sites internet, pareil. Donc aujourd'hui, quand on est bien entouré, quand on a des bons collaborateurs, comme maintenant je suis en train d'en repérer, tant des locaux que des partenaires expatriés, je pense qu'avec la volonté politique du chef de l'État et l'impulsion et l'homme de rigueur qui est le Premier ministre Clément Mwamba, avec une dose de management que nous voulons modestement apporter, je pense que Gildas Maïela, il va falloir que nous nous fassions confiance et que nous positivions. Alors, le tourisme, vous l'avez dit pour mais les 10%, ce ne sont pas simplement les recettes comme telles directes, venant dans les lieux de tourisme visiter. N'oubliez pas que les hôteliers doivent nous reverser une taxe. Les hôteliers, pour ceux qui sont des hôtels appartenant à l'État, nous reversent également des loyers. Il ne faut pas oublier que les agences de voyage aussi ont des taxes à nous payer. Tout ça fait partie des contributions dans le cadre du produit intérieur brut que nous devons apporter en termes de 10% que nous avons d'ici 2021. En parlant des hôtels, quelle est votre relation avec les hôtels? On dit que vous êtes la patronne de l'hôtellerie. De l'hôtellerie. Ben écoutez, c'est simple, c'est nous qui impulsons, c'est nous qui définissons la classification, la catégorisation, ce qu'on appelle décerner les étoiles. Là, j'ai le texte sur ma table de travail que je ne vais pas tarder à envoyer au niveau du secrétaire général du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui dit hôtel 5 étoiles, 6 étoiles, 3 étoiles. Et quand on rentre, on n'a pas de serviette, on n'a pas d'éponge de douche, on n'a rien du tout. Non, il n'y a pas de classification, il faut le dire. Donc aujourd'hui, tout est fantaisiste en fait, sur le terrain. Non, c'est pas fantaisiste, mais je veux dire que les gens... les gens aiment bien annoncer des choses qu'ils n'ont pas. On appelle ça en d'autres termes de la publicité mensongère. C'est du dol. Voilà, parce que les grands hôteliers eux-mêmes, ceux qui sont vraiment dans les métiers de l'hébergement, savent
très bien qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers cette classification, cette catégorisation. Ce travail est en route. Nous travaillons avec l'OMT et le PNUD. Mais aujourd'hui, il faut aussi saluer l'effort de certains grands hôteliers qui nous ont donné de très belles structures. Et puis la volonté, la volonté. J'insiste parce que les gens ont l'impression que c'est un refrain, que nous voulons vendre le chef de l'État. Non, parce que beaucoup ont crié, oui, ils nous implantent des grands hôtels. Oui, mais pour être une capitale en voie de développement ou un pays développé, pour attirer toutes sortes de partenaires dans le cadre du tourisme d'affaires, du tourisme de congrès, du tourisme sportif, du tourisme mémoriel, il faut avoir plusieurs différentes gammes hôtelières. Aujourd'hui, nous n'avons certes pas la classification, mais le chef de l'État nous a emmené un Radisson, il nous a emmené un Pefaco au travers de l'hôtel Maya Maya, l'hôtel Alima, l'hôtel de la Concorde de Quintélé, l'hôtel Olympique qui est là, l'hôtel Ledger, l'hôtel Michael à fonds privés et autres. Ce n'est pas peu. Ce n'est pas simplement de l'embellissement. Moi, j'ai beaucoup de partenaires qui veulent venir au Congo, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en ligne. Et qu'est-ce qu'ils tapent en ligne? Hôtel au Congo. Et certains sont habitués à des grandes enseignes internationales en termes de repères. Mais avant, et elles apparaissent aujourd'hui. Et nous aurons un Kipinski qui s'installe aujourd'hui. Mais madame parallèlement à ça, dans le cadre de cette catégorisation, nous aurons des auberges. Nous aurons des petits hôtels, nous aurons des hôtels de catégorie Formule 1 pour toutes les bourses. Mais sachez d'ores et déjà que j'ai quelques partenariats avec des grands hôteliers comme l'hôtel Atlantique de Pointe-Noire. Aujourd'hui, vous dites, quand vous arrivez à l'hôtel Atlantique, que vous venez au nom du ministère du Tourisme, on vous fait une réduction de 50%. Vous allez à la Lima à Oyo, à l'hôtel Alima d'Oyo, vous dites que vous êtes envoyé par le ministère du Tourisme, rien que le formuler, vous avez 50% de réduction. Mais si on le dit, c'est tout Brazzaville qui va se ramener à Oyo pour dire « je viens au nom du ministère du Tourisme ». C'est tout à fait le but de l'annonce, parce qu'aujourd'hui, les gens ne le savent pas. Les Congolais ont le droit, ils gagnent bien leur vie pour certains, ils ont le droit de rêver à ces grandes suites, ils ont le droit de rêver à ces belles chambres climatisées, tout confort, avec ce personnel excellemment formé et autres. C'est pour ça qu'on parle du patron de l'hôtellerie, parce que je regarde également la convention qui les lie au personnel qui y travaille. Parce que là, j'ai un dossier sur la table actuellement. Nous avons certains hôtels de la place qui embauchent beaucoup plus d'expatriés dans la structure managériale. Oui, c'est la question qui venait. Aujourd'hui, nous avons plus d'étrangers en avant-première de ces hôtels. Toutes les hautes fonctions de les hôtels, les postes les plus importants sont réservés aux expatriés. Ne faut-il pas mettre un regard là-dessus? Mais justement, donc j'ai le dossier sur ma table concernant certains hôtels. Je vais travailler avec mes collègues de la fonction publique et du travail afin que nous essayions de voir ce que l'on peut faire. Parce que nous avons là également quelques carences en termes de personnel formé dans ces métiers de l'hôtellerie. Ce sont des métiers, les métiers du tourisme qui incluent l'hôtellerie, ce sont des métiers à part entière, mais des métiers bien spécifiques. Mais nous avons également des grands hôteliers de la place qui ont des DAF congolais dans leur structure, qui ont des directeurs adjoints. Ceux-là, on n'en parle pas, mais il y a également ceux qui nous interpellent et nous sommes en train justement de travailler avec eux. Mais ils sont ouverts à la collaboration. Moi, j'ai rencontré de très bons partenaires hôteliers, je ne vous cache pas. Je leur ai dit, nous allons travailler avec la forme. Moi, j'ai besoin d'un cadre juridique. J'ai besoin que nous travaillions dans les normes qu'il y a au Congo comme ailleurs dans le monde. Il n'y a pas une spécificité de gestion congolaise. Mais j'attire aussi les nôtres, les Congolais. Lorsque nous allons aux études, revenons parce que le Congo a besoin de ces jeunes femmes, cadres, métiers, diplômes alternatifs. Nous en avons vraiment besoin aujourd'hui de toutes ces catégories de personnes aujourd'hui pour nous permettre d'occuper ces fonctions-là. Mais quand on parle de l'hôtellerie, on parle aussi de la restauration. Est-ce qu'il y a une formation qui se fait sur la question? Parce qu'il faut reconnaître que pour les touristes, ceux qui viennent de l'étranger, quand ils arrivent, ils sont dans un hôtel. Il y a la restauration qui les reçoit pour les plats congolais, pour la découverte de ces plats. Ça fait partie du tourisme aussi. Ça fait partie de la vente de l'image de notre pays. Vous savez, nous avons parlé de l'emploi qualifiant. Et là, actuellement, je reçois beaucoup de partenaires qui viennent pour l'implantation d'instituts de formation hôtelière, de restauration. Ça inclut tout ça dans les métiers de la chaîne hôtelière. Ça inclut la restauration également. Et j'ai un cahier des charges assez précis. Et je vais, après l'hôtellerie que je suis en train de structurer sur le plan organisationnel des textes et autres, je vais m'attaquer au secteur de la restauration de façon
générale, parce que là, nous avons aussi un déficit en termes de formation. Il nous faut aujourd'hui pouvoir décerner des CAP, des BEP, des bacs pro, des bacs plus 5 pour gérer les structures, pas seulement servir au restaurant, savoir animer, savoir gérer un restaurant, comment en créer un, comment en ouvrir un tout simplement. Et aujourd'hui, tous ces métiers font défaut parce que nous n'avons pas ces écoles-là. Les uns et les autres se sont installés, mais je vais aller dans un deuxième temps les voir pour leur dire voilà mon cahier des charges. J'ai été au Maroc, discuter avec les partenaires marocains qui veulent venir nous donner un coup de pouce dans ce sens. Mais nous sommes en train de structurer. Vous savez, en 4 mois, on a pris tout plein de contacts. En 4 mois, on a réalisé tout plein de petites choses déjà. Nous sommes aussi en train d'impulser du côté de Saucy, pour vous parler de l'une des réalisations que nous avons en route en ce moment. Non loin de la chute de Saucy, nous sommes en train d'implanter un gîte rural. Nous travaillons avec les locaux. Parce que nous, un gîte rural, à quoi servira-t-il? Écoutez, un gîte, tout simplement, lorsque nous venons dans la nature comme ça, il nous faut nous restaurer. Il nous faut avoir un lieu de rafraîchissement. Il nous faut avoir un lieu où nous pouvons consulter notre téléphone, notre Internet, les messages qu'on a. Il nous faut simplement un lieu de repos. Voilà. Et donc, ce petit gîte vous offre quoi? Vous offre l'Internet, l'accès à Internet par Wi-Fi, vous offre 2 lits de repos, parce que pas plus de 2 à 3 heures, ce n'est pas pour y dormir, mais de façon transitoire. Vous offre un coin de restauration, vous offre un guide sur place qui vous présente l'environnement, parce qu'il y aura beaucoup de randonnées pédestres, il y aura beaucoup d'activités qui tournent autour du secteur du tourisme, et vous aurez tous les renseignements pour vous permettre de pouvoir vous déplacer et visiter les lieux tout simplement. Et on aura cette politique un peu dans tous les départements. Alors Arlette Soudan-Nono, nous allons mettre une petite parenthèse. C'est vrai qu'il y a le département ministériel qui est le tourisme et les loisirs, mais vous êtes une femme politique, membre du Parti congolais du travail, membre du bureau politique, l'une des rares femmes de ce bureau politique, mais la seule aujourd'hui au sein du gouvernement. C'est beaucoup de chance. Ou c'est le résultat d'un travail acharné? Écoutez, le bureau politique du Parti congolais du travail, c'est 51 membres, moins de 10 femmes. Et c'est une lourde responsabilité. Parce que arriver à la tête d'un département ministériel vous demande 2 aspects. Il faut être technicien, mais il faut être également politique. Et aujourd'hui, ce bras politique m'a permis de comprendre ce que c'est que la gestion des cadres et d'éviter justement ces rumeurs où on vous dit un tel est parti, un tel n'est pas parti, parce qu'on veut vous bloquer dans la gestion quotidienne managériale. On vous fait de la diversion. Quand vous n'êtes pas solidement rodé et quand vous n'avez pas suffisamment de recul ou de formation politique pour comprendre sur le plan sociologique l'environnement, vous pouvez vous laisser distraire et laisser détourner de l'objectif qui vous est assigné. Et donc tout ce qui se fait pour vous, le chien aboie, la caravane passe. Écoutez, moi aujourd'hui, j'ai la confiance de 2 personnes importantes. Le chef de l'État et le Premier ministre, chef de notre exécutif. Je suis à leur disposition. S'il y avait un problème, ils me convoquent et je donne explication. Mais aujourd'hui, que ça soit l'un ou l'autre, ils me ont réitéré leur confiance parce que les choses sont transparentes à mon niveau. Je suis en train d'aller vers un audit. Je suis en train d'aller vers un logiciel de gestion qui va nous permettre aujourd'hui de faire le prélèvement de la taxe touristique, qui est ce nerf de la guerre qui nous a mis à mal quand je suis arrivé au sein du ministère du Tourisme. Vous voyez? Qui a été certainement mal utilisé à mon sens. Et aujourd'hui, je suis en train de rééquilibrer tout ça. Et aujourd'hui... Quand vous dites cette taxe a été mal utilisée, par qui? Écoutez, vous savez, je suis dans un système où c'est la continuité de l'État. Je ne jetterai pas la pierre sur mon prédécesseur, ni sur les différents prédécesseurs. Je vous dis que Vous en avez eu 23. J'en ai eu 23 avant moi. Pour vous, les 23 n'ont pas bien travaillé? Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas bien travaillé, puisque les textes existent, que je suis en train de toiletter, et certains, je vais les créer. Mais je veux dire qu'il y a des choses qui auraient pu être faites, qui n'ont pas été faites. Voilà, tout simplement. Alors, vous êtes, je le redis une fois de plus, membre du Parti congolais du travail. En 2017, nous nous rendrons aux élections législatives. On s'attend à vous voir poser votre candidature, ou vous allez nous dire, bon, moi je suis là, je fais ce que j'ai à faire, je n'ai pas envie d'affronter le peuple. C'est une question qui est récurrente, parce qu'à l'occasion des dernières législatives, la même question m'a été posée, je pense, par un de vos confrères. Vous savez, c'est une lourde responsabilité que d'aller face au peuple, à vos concitoyens. Et quand on y va, pour ma part, je suis entière, j'y vais avec tout plein de convictions, tout plein d'engagement.
c'est un aspect politique c'est une étape qui s'impose normalement à tous les politiques, hein, d'aller vers la proximité, vers ceux qui font que nous soyons où nous sommes aujourd'hui. Et je suis en pleine réflexion avec moi-même parce que je me pose des questions. Dois-je m'installer à Talangaï où j'ai grandi? Parce que je suis fille de Brazzaville également. Dois-je m'installer à Bunji dont je suis originaire de par mon père, où j'ai toutes mes assises également? Dois-je m'installer du côté de la cuvette ouest où j'ai tout mon côté maternel? Du côté de mon père, la mère de mon père était de la cuvette ouest à 100%. Il y a tout ça à voir. Mais tous les lieux que vous citez ont déjà des députés aujourd'hui. Ne craignez-vous pas créer une adversité au sein de votre famille politique? C'est pour ça que je vous parle en termes de réflexion, parce que nous avons ce qu'on appelle un comité national d'investiture qui va déterminer les chances de chacun de nous. Et puis surtout, les populations qui sont là, qui vous appellent. Parce que je vous ai cité 3 lieux où je peux m'implanter, mais j'ai des lieux où les populations dans ces 3 lieux sont insistantes. Elles me sollicitent. Mais si le parti refuse d'accepter votre candidature et que les populations vous demandent, que faites-vous? Écoutez, vous savez, il y a quelque chose pour laquelle je milite actuellement, c'est que nous allions aux primaires. Le PCT aujourd'hui, c'est d'abord le consensus, hein, qui s'applique au détriment des primaires. Nous avons un congrès prévu. Si nous avons la possibilité d'aller au congrès avant les élections législatives, je souhaiterais quand même que nous puissions inverser le mécanisme de désignation des candidatures et que nous mettions en place un système de primaire qui nous présente devant les différents électeurs, futurs électeurs, et nous déclarons nos candidatures dans les différents comités. Et c'est à nos militants de faire le choix avant que ces choix ne soient portés au niveau du comité national d'investiture. Je reviens sur votre département du tourisme et de l'environnement. Ne pensez-vous pas que c'est quand même une petite dynamite entre les mains qui peut vous exploser au visage? Parce que vous avez un département difficile quand même. Aujourd'hui encore, on est plus dans la théorie que dans la pratique. Vous avez de la volonté. On a vu ce fameux bus qui a fait le tour de Brazzaville. Il y a des initiatives qui naissent. Mais pensez-vous avoir assez de pouvoir pour donner corps à tous ces projets? Vous savez, Gildas Mayela, le ministère du Tourisme, dans son fonctionnement quotidien, n'est pas un ministère d'investissement, nulle part au monde. Nous impulsons, nous régulons, nous donnons la conformité, nous encadrons sur le plan juridique. Mais aujourd'hui, comme les choses n'ont pas été faites, il nous faut 4 choses essentielles au Congo. Il nous faut du loisir, il nous faut impérativement 3 parcs de loisirs. Donc, il nous faut investir des capitaux privés, d'un partenariat public-privé qui s'impose. Il nous faut un grand aquarium géant et il nous faut également un grand zoo. Je pense l'avoir abordé au cours de votre émission sur le 20h quand vous m'avez reçu. Mais en dehors de ça, nous devons encadrer, nous devons communiquer, nous devons promouvoir. C'est ça le rôle d'un ministère. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu d'arriver au gouvernement au moment où on parle de la crise financière, crise économique, chute du cours des matières premières? On se dit, c'est quand même un peu de poisse d'arriver au moment où le Congo n'a pas assez d'argent. Non, pour ma part, je vais vous dire que la période d'une forme d'austérité nous ramène à des mécanismes un peu plus propres de gestion de la chose publique, le respect, la culture d'entreprise. Vous l'avez su à l'occasion de l'un de nos récents conseils de ministres, hein, on nous demande de réduire le train de vie de l'État. Donc il va falloir... Pour vous êtes arrivé au bon moment? Ça vous est dû? Ça vous ramène à des fondamentaux de gestion. Parce que les gens avaient pris des mauvaises habitudes. Vous savez que dans... C'est bien de dire que les autres ont pris de mauvaises habitudes quand le Congo avait plus d'argent. Vous arrivez, vous n'avez rien. Non, vous dites... je ne dis pas que les autres, je dis qu'il y a eu de mauvaises habitudes. Parce que je veux prendre le cas de ce que j'ai constaté. Dans beaucoup d'administrations aujourd'hui, tous les départements ont une imprimante. On doit avoir l'ordinateur, mais avoir un secrétariat central. Parce que moi, j'ai pris aujourd'hui, je vais vous expliquer. Moi, j'aime bien les choses concrètes. Je me suis rendu compte dans mon département qu'il y a eu trop d'imprimantes. Quand vous faites le point de l'achat de tout ce qui est fonctionnement du ministère, vous avez un budget colossal mensuel. Vous avez un budget colossal qui est mensuel. Et vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Et vous avez chaque collaborateur qui veut avoir son imprimante. Et vous avez des cartouches qui vacillent entre 35 000 à 75 000. Moi, je leur ai dit, moi, je suis quelqu'un de cartésien. Ce n'est pas compliqué. Je vous achète une grande imprimante, on imprime un bon paquet d'argent, on a une imprimante
qui nous coûte entre 300 000 le mois de cartouches à acheter et on a près de 15 000 feuilles à tirer pour 300 000 d'achats de cartouches. Que d'avoir pratiquement 3 à 4 millions que nous perdions tous les mois pour acheter des ustensiles, des choses, alors qu'il y a un cadre qui existait. Mais on vous boude peut-être pour cette façon de faire, le fait d'être cartésien. Ça énerve. Vous brusquez les habitudes des gens. Mais les autres disent, certains disent même que je souffrirais d'une rigueur excessive. Peut-être. Je le prends pour un compliment. Je vais vous dire pourquoi, Gildas Maïla. Nous avons décrié tout cela au travers des antivaleurs. Nous avons dit au chef de l'État détournement, impunité, manque de rigueur. Et donc le chef de l'État vous dit, bon, je vous emmène des cadres aujourd'hui qui pourraient certainement répondre à ce que vous attendez de la gestion, qui va être une gestion avec une gouvernance propre. J'ai compris qu'on avait un déficit de communication parce qu'il y a beaucoup de rétention de l'information pour déformer ce que la hiérarchie dit en amont. Alors moi, je descends à la base. Peut-être que c'est ma formation politique. Vous faites le porte-à-porte dans votre administration. Et généralement, je décloisonne beaucoup les réunions. Je fais venir le plus grand nombre parce que j'ai remarqué qu'il y a rétention d'informations, soit volontairement, soit involontairement, peu importe. Mais l'information ne circulant pas bien, parce qu'aujourd'hui, ça peut vous mettre en difficulté dans le cadre d'une applicabilité d'un projet de société, d'un programme et d'un management. Non, Gildas Maïla, ne vous laissez pas détourner par ces épouvantails-là qu'on vous brandit et vous entendez dire on va gréver. La grève ne me dérange pas en soi. C'est comme la grève, en fin de compte, permet à un ministre, dans mon cas, d'expliquer à la face du monde. Il y a une grève qui se prépare chez vous? Vous avez dû en entendre parler quand je suis arrivée à la tête du département. Vous savez, moi, je parle sans langue de bois. Non, nous allons gréver. Ils ont écrit dans toute administration, sauf à leur ministre. Mais la grève répond à une procédure. Moi, je vous pose une question toute bête. Pour qu'il y ait grève, il faut qu'il y ait syndicat implanté. Vous n'avez pas de syndicat au ministère? Moi, j'ai appelé le patron de la centrale syndicale dans laquelle se revendiquent certains de mes salariés. Il m'a dit, voilà comment fonctionne le syndicat. C'est un comité que nous avons à Brazzaville. Pour ne pas le nommer, c'est la CSTC. J'ai des collaborateurs qui disent qu'ils sont membres de la CSTC installés dans le ministère. J'ai cherché dans les archives. Dans le cas de la passation, on ne m'a pas dit que j'avais un syndicat implanté. Moi, je veux bien avoir un partenaire social. Ça me permet de pouvoir mieux prendre en compte la gestion collective des fonctionnaires et autres que j'ai sous ma responsabilité. Mais là où le bas blesse, c'est qu'aucune procédure n'est respectée. Vous avez des cadres qui font preuve d'insubordination, font preuve d'anarchie. Nous ne sommes pas un état sauvage. Ils disent un matin, ils se réveillent parce que, je vous explique ce qui leur a fait mal. Le fonds du développement touristique. Vous arrivez dans une administration, vous avez près de 200 personnes à 300 personnes alignées sur une liste avec des sommes que je n'oserais pas vous donner ici à la télévision, qu'ils s'octroient. Ils sont fonctionnaires de l'État. Fonctionnaires de l'État. Ils s'octroient des primes mensuelles qui ne reposent sur aucun texte légal. Vous dites à ces personnes, écoutez, je viens de prendre la charge de la maison, donnez-moi du temps pour comprendre un tout petit peu, mais vraiment un court temps, un laps de temps, mais vraiment très court, pour que je comprenne ce que c'est. 10 jours après, ces personnes vous disent, nous voulons gréver. Ah bon, vous voulez gréver pour quelque chose d'illégal? Ben moi, je vous réponds, je ne suis pas tombée sur ces textes-là. Je suis en train de fouiller dans les archives. Donnez-moi le texte qui met en application le fait que je dois prendre dans l'argent du Fonds du développement touristique pour vous donner ces primes-là, vous, fonctionnaires de l'État. Donc, ce sont des primes qu'on vous donne cash, que nous prenons de l'argent du Fonds du développement touristique qui est alimenté par la taxe touristique. Donc, vous êtes en train de nous dire que les membres de votre cabinet n'ont pas de primes? Je ne parle pas des membres du cabinet. D'accord. Les membres du cabinet, ils sont nommés par moi, mais c'est dans le cadre de ma nomination, c'est un décret qui met en place le cabinet. Donc ça, pour ma part, il n'y a pas de souci pour cela. Je vous parle des fonctionnaires du ministère comme tel, de façon générale, de tous services confondus. Qui s'octroient des primes. Voilà, qui s'octroyaient des primes, à qui on donnait, on versait des émoluments mensuels. Sur aucune base. Sur aucune base, sur aucun texte légal, du plus petit au plus haut. Donc moi j'arrive, je trouve ça sur ma table de mon bureau, parce qu'il y a une pression dans les couloirs, on dit il faut qu'elle paye, il faut qu'elle paye.
Je dis, mais c'est quoi cet argent? Il vient d'où en fait? On me dit, madame, c'est le fonds du développement touristique alimenté par la taxe hôtelière. Bon, ça m'intrigue. Je dis, bon, écoutez, je ne connais pas la maison, laissez-moi le temps d'observer, que je comprenne et que je trouve surtout le texte sur lequel cela repose. Et le temps de la compréhension, pendant ce laps de temps, vous interrompez les fameuses primes. Bien entendu. Mais c'était quand même brutal. C'était pas brutal. Vous ne pouvez pas continuer à gérer une affaire qui relève de vous parce que le bilan, c'est moi. C'est à moi qu'on demande les comptes. Le chef de l'État, comme le Premier ministre, c'est à moi qui vont demander les comptes. Ce n'est pas à mes collaborateurs. Aujourd'hui, si on vous pose une question en une phrase, vous me répondrez que pour le tourisme, il y a de l'espoir. Je vous dis simplement, je veux vous apprendre, je veux vous ouvrir les yeux, vous enlever les œillères qu'il y a pour mieux apprécier ce que beaucoup nous reprochent, ce que plutôt beaucoup nous envient qu'ils n'ont pas, cette belle nature que nous trouvons sur l'étendue du territoire national. Il nous suffit simplement de nous baisser pour la mettre en lumière. Donnez-nous simplement le temps de vous apporter des outils en plus, l'aquarium géant, le zoo et 3 parcs d'attractions pour booster ce secteur qui, à lui tout seul sur le plan du patrimoine naturel et immatériel, regorge de potentiel méconnu. Et j'insiste sur le fait que les Congolais aujourd'hui ont tout plein de voies d'accessibilité. Je souhaite qu'en y allant, qu'ils ne dégradent pas cette magnifique nature que beaucoup nous envient aujourd'hui. Il y a du tourisme balnéaire que nous devons développer. Il y a du tourisme d'affaires avec tous ces grands centres de conférences que nous avons au Congo aujourd'hui. Nous allons simplement nous inscrire dans les centrales où nous nous inscrivons pour que nous soyons un pays qui offrant des prestations, parce que les gens souscrivent pour venir réserver des lieux de conférences. Nous avons du tourisme sportif. Après les magnifiques Jeux africains que nous avons les meilleures infrastructures pratiquement d'Afrique centrale. Nous avons un tourisme mémoriel aujourd'hui que nous avons avec Mbé, Luango et j'en passe, tout ce potentiel historique. Nous avons bientôt du tourisme médical avec ce grand hôpital d'Oyo que nous avons avec des infrastructures et des aspects médicaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le cadre. Parce que lorsqu'on parle du tourisme médical, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens sont choqués de m'entendre dire ça. Mais je dis non, il y a un début à tout. Nous avons un magnifique hôpital aujourd'hui. On peut inviter tous les grands médecins, chirurgiens qui pourront venir opérer. Mais une fois que vous êtes en phase de récupération, qu'est-ce que vous faites? Vous consommez tout autour de vous. Tout autour de vous. C'est ce qu'on appelle le tourisme médical. Et les autres, ils viendront chez vous, venant d'ailleurs, comme nous allons ailleurs nous faire opérer, en Afrique du Sud, au Maroc, en France. Ben maintenant, nous allons développer également ce tourisme médical chez nous. Nous avons tout plein de secteurs que nous pouvons mettre en lumière. Est-ce que vous savez que le Congo a des golfs? Beaucoup de gens ne le savent pas. Le Congo a des bowling, les gens ne le savent pas. Le Congo a plein de casinos en termes de loisirs, les gens ne le savent pas vraiment comme tel. Le Congo a beaucoup de jeux de loterie qu'il faut réglementer certes, mais les gens ne savent pas réellement ce que c'est. Ils pensent que c'est que pour les autres. Donc il y a plein d'espaces publics, des espaces verts que nous allons mettre en lumière. Et puis nous avons ces espaces protégés que nous allons aujourd'hui avec les partenaires du secteur privé, les agences de voyage, les tours opérateurs, c'est leur rôle que de vendre la destination Congo. Je suis déjà en train de travailler avec eux. Et petit à petit... Et votre partenariat est prometteur avec les tours opérateurs? Oui. Je n'ai pas d'inquiétude. J'ai des bons partenaires. Hein. Vous savez, depuis que je suis là, ils m'apportent tout plein de produits, des cartes postales qu'on trouve en vente au niveau des bureaux d'information touristique et autres. Madame la ministre, merci. C'est moi. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cet autre numéro de l'émission Symbiose. Nous avons parlé du tourisme et des loisirs avec Arlette Soudan-Nono, ministre du Tourisme et des Loisirs. Vous l'avez compris, la destination Congo, un hashtag à partager à travers le monde. Beaucoup d'espoir pour ce département qui est aujourd'hui appelé à ramener le Congo vers le haut, à tirer le Congo vers le haut, à tirer la croissance de notre pays. Merci à toutes et à tous et à très vite. Au revoir.